cette petite introduction de ma part, vous rappelez que au niveau du département proximité label, ouais, on est à votre disposition en cas de question, que ce soit par rapport au webinaire d'aujourd'hui ou pour toute question, on peut vous rediriger. Donc, dans la présentation que vous recevrez demain matin, j'ai mis mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me contacter. Ce webinaire fait partie eh bien, ben, c'est un sujet qui ressortait lors de la dernière enquête quand on demandait au club quels étaient les thèmes qu'ils souhaitaient aborder au niveau de la proximité pour un webinaire ou pour une réunion en présentiel. Ce thème des premiers secours ressortait vraiment. Donc, on a essayé vraiment d'aller au plus profond des thèmes que les clubs voulaient. Alors, je remercie déjà les deux intervenants donc d'Eurodist, Amaury Keusters et Thomas Tonneau, qui seront les deux personnes qui interviendront pour notre partenaire Eurodist. Alors, vous dire aussi qu'en ACFF, au niveau des premiers secours, eh bien, dans le brevet B, lorsque les formateurs passent leur brevet B, il y a déjà un cours sur les premiers soins qui fait partie intégrante du cours brevet B. C'est un cours qui est donné non pas la Ligue francophone belge de sauvetage. Ce sont des modules en e-learning et aussi des sessions en présentiel, donc dans le cadre du brevet B. Ça, c'est la première chose. Et alors, mon collègue Nicolas Emeloff du département social, dont je vous ai mis également les coordonnées, son numéro de GSM professionnel et son adresse mail, me faisait part aussi d'une formation. Alors là, on va toucher plus la santé plutôt que les premiers soins, mais par rapport à la problématique de l'alcool au volant. Donc, la WSR et la CFF souhaitent soutenir les clubs de foot dans le rôle éducatif qu'ils ont auprès de leurs membres. Donc, il y a des formations gratuites qui sont disponibles via directement la WSR ou éventuellement aussi mon collègue Nicolas. Donc voilà, je vous mets tous les renseignements que je vous enverrai. Donc si vous voulez à un moment sensibiliser euh, les personnes qui constituent votre club à la conduite sous l'influence de l'alcool, sachez qu'il y a aussi des petites formations qui sont disponibles. Là, on sort un peu des premiers secours, mais c'est un sujet tout à fait important. Alors, ce que je voulais avant de passer la parole à Eurodis, c'était vous rappeler ce que la loi exige au minimum. Alors, dans le code pénal, à l'article 422 bis, nous avons le devoir de porter assistance, de protéger, d'alerter et de secourir quelqu'un qui serait en difficulté, mais toujours agir sans se mettre soi-même en danger. Je sais que Thomas y reviendra un petit peu plus tard dans sa présentation. Ce qu'un club peut faire, bien, ce sont les gestes de premier secours en urgence, les gestes de premier secours autorisés, puis surtout rester dans ses compétences et suivre les instructions quand on aura appelé le 112. Donc le 112 donnera certainement des instructions au téléphone à la personne. Donc voilà, ne pas aller en dehors de ses compétences et suivre bien les instructions. Alors, il y a une certaine obligation aussi au niveau de l'organisation du club. La Fédération Wallonie-Bruxelles oblige la présence d'un DEA dans toute infrastructure sportive avec une information, une formation sur l'utilisation, mais aussi le fait d'entretenir correctement ce DEA. Alors, aussi, de réfléchir à une procédure de ce qui pourrait se passer en match. Qui va appeler les secours? Qui va aller chercher le DEA? Qui fait le RCP? Qui va accueillir les secours? D'accord? Donc, tout ça, c'est une des choses que l'on doit mettre en place au niveau de son club. Voilà. Alors, je vous ai mis évidemment les articles de décret qui expliquent ce que je viens de vous expliquer. Hein. Je ne vais bien sûr pas lire ce décret, mais c'est toujours intéressant de recontextualiser. Alors, la conclusion, avant de passer la parole à Eurodis, c'est de dire, voilà, le cadre légal au niveau des premiers secours n'exige pas que le club ou les personnes au sein du club soient des soignants. Par contre, il exige qu'on soit prêt. Et prêt, ça veut dire d'avoir des procédures, que chacun connaisse son rôle, qu'on ait du matériel de premiers soins accessible et que les gestes de base soient maîtrisés. Et
à partir de là, à partir de ce cadre, eh bien maintenant, je peux donner la parole à mes, euh, à mes compagnons de webinaire pour ce soir et je vais passer la parole à Thomas dans un premier temps qui va vous expliquer les premiers gestes. Thomas, je te passe la parole. Ton micro est coupé, hein, Thomas? Donc, je vais enclencher le micro et mettre la session partagée dans un petit instant. Voilà, donc, rapide peut-être présentation. Donc, à la demande d'Amaury et Julien pour la société Guest, donc, nous, on fait plutôt des formations en secourisme de divers niveaux. Et la demande qui avait été la leur était de faire une présentation relativement succincte sur le secourisme et qu'est-ce qu'on peut attendre de vous au niveau de club. Alors, la présentation, elle est juste ici, voilà. Donc, on est parti sur quelque chose de relativement simple. On part d'une main. La première des choses, et Julien l'a très bien dit, c'est de veiller à votre sécurité, à vous en tant qu'intervenant. Ensuite, de veiller à la sécurité des tiers non encore blessés, et puis seulement des personnes qui auraient éventuellement à avoir des soins. Première des choses, c'est vraiment votre sécurité. Pas de blessés supplémentaires. Le deuxième des points, c'est appeler les secours. Julien a très bien fait un rappel du cadre légal général de la non-assistance à personne en danger. À partir du moment où vous aurez appelé les secours, vous êtes partiellement, grandement dégagé de vos responsabilités. Et puis, parce qu'il faut choisir les gestes vraiment fondamentaux, les trois gestes aujourd'hui que moi, j'attendrais de tout responsable d'un club de foot, c'est une des obstructions des voies aériennes. Il suffit de passer dans un buvet de terrain de football pour comprendre que l'obstruction des voies aériennes, elle est faisable. Savoir maîtriser l'hémorragie massive et débuter une réanimation cardio-pulmonaire. Si vous savez faire ces 5 gestes-là, vous allez plus que probablement sauver des vies. Si on prend la réanimation cardio-pulmonaire, si elle n'est pas débutée avant l'arrivée des secours, c'est quand même grandement compromis pour la victime. Si vous ne savez pas gérer une hémorragie massive, en toute trivialité, quand on arrivera, la personne, elle est exsangue. Et si vous savez tenter des obstructions, c'est la possibilité de pouvoir retirer le corps étranger et éviter même une réanimation. Donc, ça, ce sont vraiment les 5 essentiels aujourd'hui que tout citoyen devrait être en capacité de faire. Alors, avec vous, on va aller un petit peu plus loin. La première des règles, vous le voyez ici, on a parlé de ce sécurité, saine, situation. Selon l'endroit où je vais intervenir, est-ce que moi, je suis en sécurité? On a une logique en intervention qui est très binaire. C'est oui, c'est non. Non, je ne sais pas intervenir. 112, je m'identifie, je donne une localisation et j'explique la situation pour laquelle j'appelle. Une fois que vous avez fait ça, vous aurez des secours qui arriveront. Et par l'entremise du 112, vous aurez des conseils également sur les attitudes à tenir. Alors, j'ai bien aimé, Julien, parler de vos procédures à mettre en place. Le protocole que moi j'utilise avec mes équipes et mes collègues, on parle de l'AMI, leader, aidant, matériel, et le I, alors infectieux, vous pourriez mettre aussi procédure interne chez vous. Leader, qui va prendre le lead? Et ça dépendra de la situation. Aidant, alors c'est les aidants, les assistants, les appuis, c'est toutes les personnes auxquelles vous pourrez confier des missions. Appeler les secours, Julien a très bien dit, aller chercher le défibrillateur, débuter la réanimation, accueillir les secours, faire dégager éventuellement une voie d'accès pour les secours. Tout ça, ça tient de l'aidant. Alors, Julien a été assez clair aussi sur le M du matériel. Le matériel, vous l'avez vu, vous avez en tant que responsable de club des obligations légales. Le matériel, il doit être pour certaines choses présent, en état, et vous devez en connaître le fonctionnement. Et ça, Amaury aura l'occasion de vous reparler tout à l'heure du matériel et de ce genre d'éléments. Si vous êtes en sécurité, que vous pouvez intervenir sur le patient, la victime, la première des choses, c'est les hémorragies massives. Gardez le sang là où il est nécessaire, et ce n'est pas sur le gazon.
Et là, vous avez la compression directe, vous avez le garrot dans certains des cas, et si ça fait polémique, je répondrai à vos questions tout à l'heure. Massive, patient inconscient, il respire ou il ne respire pas. Point. C'est conscient ou inconscient, ça respire ou ça ne respire pas. Pour faire la différence calmement entre un patient qui est conscient et inconscient, il y a le patient qui me parle. Deuxième possibilité, ce patient ne me parle pas. Je vais le stimuler à la voix, par exemple. Madame, monsieur, mon ami, m'entendez-vous? Il ne répond pas à ma stimulation à la voix. Je vais faire ce qu'on appelle, attention, hein, une stimulation à la douleur, au niveau des trapèzes, au niveau d'un serrage de main. S'il ne réagit à nouveau pas, je considère mon patient de fait comme inconscient. L'étape suivante, chez un inconscient, c'est de voir cet inconscient respire-t-il ou ne respire-t-il plus. Pour faire la différence, on va faire une manœuvre qu'on appelle VES. Je vais basculer la tête, voir si ce patient respire avec mes yeux, voir, écouter, entendre le bruit de cette respiration. Et S, sentir un souffle au niveau de la joue. Si je n'ai pas vu, pas entendu, pas senti pendant 10 secondes, je considère ce patient comme non seulement inconscient, mais c'est un inconscient qui ne respire pas. À partir de ce moment-là, que vais-je faire? Je démarre, et Jolie en a parlé, c'est RCP, réanimation cardio-pulmonaire. Globalement, qu'est-ce que ça va être? Je vais appeler le 112, je vais, comme on l'a dit tantôt, m'identifier, me localiser et expliquer la situation que j'ai face à moi. Je suis le responsable du club monsieur, madame, un tel. Mon club se situe à telle rue, telle commune, tel numéro. Et ma situation, je reprends le schéma. J'ai un patient inconscient qui ne respire pas et je vais commencer la RCP. La RCP, c'est le massage cardiaque. Ce sont des compressions thoraciques, d'une part, et si possible et si faisable, des insufflations, le bouche à bouche, en somme. 30 compressions, 2 insufflations. Compression, c'est ce rôle de pompe où on va faire circuler le liquide. Ventilation, c'est tout ce qui va tenir de l'insufflation, l'apport d'oxygène. De nouveau, si possible et si faisable. La partie aujourd'hui sur laquelle il faut vraiment être hyper vigilant, c'est sur la partie défibrillateur. Le défibrillateur est une chance de sauver des vies de façon incontestable. Et donc, ce défibrillateur aujourd'hui, défibrillateur externe automatique, Amaury aura l'occasion de peut-être vous en parler tout à l'heure, c'est la possibilité, dans vos clubs, avec la promptitude de l'arrêt sous vos yeux, pouvoir sauver des vies. C'est un appareil qui est d'une simplicité totale et absolue. Les choses sont très simples. Elle vous dira tout ce que vous avez à faire. Vous appliquerez les électrodes sur la poitrine nue du patient, sommet droit, latéral gauche. Vous êtes stressé, ce qui est légitime dans cette situation-là. Vous aurez le schéma sur la machine et vous aurez les explications en vocal. On ne peut plus simple. Là, on est allé sur ce patient inconscient qui ne respire pas. Deuxième possibilité, vous êtes face à un patient inconscient mais qui respire. Et là, ce patient inconscient mais qui respire, vous le placerez en position latérale de sécurité. C'est une position latérale, comme elle le dit, et la sécurité, ça vise à maintenir les voies aériennes de mon patient libres de liquide, le vomi par exemple, le sang ou le massif lingual, qui, par sa position, et ce patient qui est inconscient, pourrait venir obstruer les voies aériennes. Position latérale de sécurité. On est allé là sur les fondamentaux. On est parti sur la personne inconsciente qui respire ou qui ne respire pas. À partir du moment, et là, vous trouvez une importance énorme à votre rôle. À partir du moment où vous mentionnerez au 112 que votre patient est inconscient, automatiquement, une équipe médicale fera route. Et donc, vous aurez médecin, infirmière, infirmier
au chevet du patient sur le terrain, dans la buvette. Vous apportez une plus-value à la prise en charge de ce patient. Ce schéma que vous avez là à votre écran, celui-ci et celui-là, ce sont les essentiels que moi, depuis déjà une quinzaine d'années, je transmets à tous nos intervenants, pompiers, ambulanciers, et ils le déploient avec quelques subtilités supplémentaires sur tous les terrains. Je suis en sécurité? Oui, non. Mon patient a une hémorragie massive? Oui, non. Mon patient est conscient? Oui, non. Mon patient respire? Oui, non. Et derrière, position latérale de sécurité, réanimation, et ainsi de suite. On va maintenant aller peut-être dans le moins exceptionnel. Là, on était vraiment dans le ultime. On va aller sur des choses peut-être plus courantes, plus habituelles dans vos clubs, à savoir tout ce qui est les lésions ostéo-articulaires, luxation, entorse, fracture, ce qui est votre plus courant. Alors, au-delà de tous les équipements que vous pourrez trouver en dotation dans les valises et sacs secours Eurodist, on va d'abord essayer de vulgariser. Luxation, c'est des pièces, entre guillemets, des articulations qui sont non enchâssées, qui se sont déboîtées. L'entorse, elle, c'est du ligament, soit déchiré, soit distendu. Et la fracture, c'est du osseux cassé. Alors, on va faire très simple. Il n'y a qu'une seule façon, une seule, garantie quasiment à 100% de faire la différence entre fracture, entorse et luxation. C'est l'imagerie médicale. Vous ne saurez pas toujours, parfois même impossible, de faire la différence entre une luxation, une entorse et une fracture. Les attitudes à tenir, les façons de voir, on les a réunies chez Guest sous la forme de ce petit schéma. Est-ce que j'ai un traumatisme d'un membre? Oui ou non? Première des possibilités, il y a une douleur importante localisée. Deuxième possibilité, une impotence fonctionnelle ou une mobilité réduite. Oui, non. Il y a une déformation? Oui, non. Une plaie? Alors la plaie dans les lésions ostéo-articulaires, c'est simple, c'est une fracture ouverte. Trouble de la sensibilité aux extrémités, d'où l'importance de palper votre patient. Est-ce que j'ai des hématomes ou des rougeurs? Et quelles sont les circonstances du traumatisme? Alors on vous a fait un petit schéma ici. Est-ce que l'extrémité de ce patient, il a encore la sensibilité, la motricité, et est-ce que ça colore encore? Vous allez avoir des patients chez qui vous n'aurez aucun de ces critères-là et pourtant il y a fracture. Vous aurez des patients chez lesquels vous aurez ce trouble de la motricité. Je n'arrive plus à bouger mon bras. Vous aurez d'autres qui ne sentent plus l'extrémité ou d'autres chez lesquels ça aura pris une couleur autre. Alors, l'attitude qu'on a aujourd'hui et qu'on attend de l'intervenant, c'est quoi? C'est déjà, comme le disait très bien Julien, rester dans ses compétences. Je ne suis pas médecin, je vais être dans mon rôle à moi, vous dans votre rôle à vous. La première des étapes, dans tous les cas, c'est toujours sécurité, hémorragie massive, conscient, inconscient, respire, ne respire pas. Point. Parce que s'il y a une fracture, mais que mon patient ne respire pas, le problème n'est pas la fracture. Je dois commencer la réanimation. Qu'est-ce qu'on a mis ici en petite illustration? C'est des choses que vous connaissez déjà bien sur certains chocs. C'est poche de froid, spray et ainsi de suite. Si par contre on arrive sur les extrêmes dont on a parlé ici, de fracture, d'entorse et de luxation, sur la fracture, ce sera respecter la position choisie par mon patient, immobiliser ce membre et attendre les secours. Mentionner éventuellement le niveau de douleur du patient pour faire venir une équipe médicale. Entorse, luxation, j'immobilise, bien, j'applique du froid. Et spécialement pour les clubs de football, je vais peut-être casser un mythe, mais on essaiera tant que faire se peut, par exemple sur l'entorse, d'enlever la chaussure. Oula, ça peut peut-être surprendre. En fait, laisser la chaussure va peut-être empêcher l'œdème, le gonflement. Mais à part ça, faible utilité. Si par contre votre patient hurle à l'idée qu'on est en train de lui enlever sa chaussure, pas de souci. Vous dites au 112 que votre patient est particulièrement douloureux et arrivera une équipe médicale pour gestion de la douleur.
On ne vous demandera jamais de torturer le patient pour enlever la chaussure. On va continuer lentement mais sûrement vers d'autres choses. Alors, chose que vous rencontrez très souvent aujourd'hui, et Julien en a parlé un tout petit peu via le programme de la WSR, une majorité aujourd'hui des interventions qu'on a ne sont pas traumatiques. Ce n'est pas des fractures, des entorses, des luxations, des brûlures ou des choses de ce type-là. Ça tient du malaise. Pour essayer de vous les réunir de façon un peu plus claire, on a pris les voyelles de l'alphabet. A, E, I, O, U. Et en anglais, les trucs et astuces, tips. A pour alcool, E pour épilepsie, I pour insuline, diabète, O pour overdose, U pour underdose. Et là, je imagine déjà devant vos écrans des petits yeux qui se froncent. On va y revenir. T pour les traumas crâniens. I pour tout ce qui est infection, insolation. Hein, on va plus rester sur insolation dans notre cas. Psy, psychologique, psychiatrique. Et S, stroke, c'est le AVC en anglais. Alors, alcool est loin d'être anodin. On considère aujourd'hui que c'est 70% des interventions ambulances, certains jours et à certains endroits, qui tournent autour de l'alcool. Je fréquente de temps à autre quelques clubs de football. Oui, alcool fait entre autres partie de la vie des clubs. Épilepsie, je ne touche pas le patient, je le laisse convulser, rien de rien dans sa bouche. Diabète, ça, c'est vraiment propre à certaines personnes, d'où l'importance aussi de connaître vos joueurs ou qu'ils soient connus pour leurs problèmes de santé. Overdose, c'est tout ce qui est toxique, les intoxications par excès. Et underdose, c'est le manque, les manques médicaments et autres. Traumatisme crânien, c'est tout ce qui tient de la commotion, des chocs violents à la tête. Et dans ces cas-là, notre logique à nous, ici, ce sera d'immobiliser axe tête coutron du patient dans l'attente des secours. Je prends l'exemple du contact violent tête. C'est une chose qui pourrait être intéressante à faire. Infection n'est pas le I le plus intéressant chez nous. Par contre, le I de insolation, lui, peut être intéressant tant en tribune que sur le terrain. Première des choses, ce sera de soustraire la victime, le patient, à cette ambiance pour aller le mettre à l'ombre, au frais. Et contrairement à certaines choses qu'on a pu raconter pendant longtemps au secourisme, dans les cas d'insolation et d'hyperthermie, c'est intéressant de faire boire le patient pour peu qu'il soit conscient. Boisson, tempérée, pas d'alcool. Éventuellement, linge humide sur la tête, c'est les petits axes d'amélioration. Si le patient, par contre, n'est plus en état de déglutir, vous pourrez mettre humide au niveau du cou, humide au niveau des dessous de bras et entrejambes pour faire un refroidissement plus soft. Psycho, on va avoir stress, crise d'angoisse et toutes des choses de ce genre-là. Psycho, ce sera de soustraire à l'ambiance qui a causé ce stress, laisser les choses redescendre et parler. Pour l'AVC, alors je vais peut-être m'étendre quelque peu, mais rassurez-vous, Julien et Amaury, pas longtemps quand même. C'est tout ce qui va être aujourd'hui. Tête, qu'est-ce que vous allez observer? Face, asymétrie au niveau de la face, difficulté pour le patient à bouger les mains, les pieds, un des deux ou les deux, trouble du langage, difficile à communiquer, ce genre d'aphasie et ainsi de suite. Et là, véritablement, sur l'AVC aujourd'hui, c'est vous, particulier, c'est vous, responsable de club, c'est vous, citoyen, qui avez la plus grande importance. Pourquoi je dis la plus grande importance? C'est parce que, comme par exemple pour les signes de l'infarctus, dont on ne va pas trop voir maintenant et peut-être plus dans vos questions, vous êtes les premiers dessus. Et c'est vous qui pourrez, par votre promptitude, limiter au maximum les dégâts chez le patient. Je vois que le temps file et donc je vais partir maintenant sur le dernier des essentiels, sur tous vos patients conscients, mais aussi sur les patients inconscients. Une chose qui est intéressante, c'est le renseignement. Alors, vous avez les fiches de renseignement santé de vos joueurs dans les clubs. Ça, c'est encore un rôle qui est intéressant à avoir. Vous parlez de l'accueil, du défibrillateur, de la RCP, et ainsi de suite. Mais c'est aussi peut-être de nous sortir la fiche allergie, la fiche des antécédents médicaux de vos joueurs. Et ça, moi, comme je suis un être simple, on va utiliser le mot sample. Sample, symptôme. Comment se sent mon collègue? Où a-t-il mal? A, allergie.
Intéressant à savoir. M, médicaments. Que prend-il comme médicaments, ce copain? Est-ce que tu les as pris aujourd'hui? Est-ce que tu ne les as pas oubliés? P, passé médical et chirurgical. Est-ce que tu as des problèmes de santé connus? Est-ce que ce type de choses était déjà arrivé par le passé? Et puis, on va aller sur last lunch, last meal, liquide. Est-ce que tu as le temps de manger aujourd'hui? Est-ce que tu as bien bu aujourd'hui? Est-ce que tu as peut-être, prenons l'exemple, mangé quelque chose de contraire qui pourrait causer des problèmes après? Et puis, un événement, quel est le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les joueurs s'est subitement effondré sur le terrain? Est-ce qu'il a eu un contact violent avec un autre? Une bonne rate, un bon foie? C'est toutes des choses qui pour nous seront terriblement importantes. Vous avez là, en quelques minutes, un exposé très, peut-être trop, hein, succinct. Mais on en reviendra toujours à la même chose. Chez Guest, nous, on veut quoi? On veut des gens qui restent en vie et qui pensent avant tout à leur sécurité. Si possible et si faisable, on veut des gens qui appellent le 112, qui s'identifient, qui donnent leur position et qui nous expliquent la situation au niveau du central. Vous avez la possibilité aussi pour le 112 d'utiliser l'application 112 via vos smartphones. Top. Des obstructions, manœuvres de Heimlich, assez intéressantes, hémorragie, compression directe ou garrot, et puis la RCP, la réanimation. 2 mains, moitié sternum, et on commence le massage. Le plus rapidement possible, un appel au 112, un défibrillateur qui fait bien. Voilà. Je vais arrêter le partage ici. J'espère avoir répondu déjà à toutes les questions que vous vous posiez et je me tiens à votre disposition pour la suite de la soirée. Julien, ils sont à vous. Thomas, j'ai déjà une question donc je vais en profiter parce que par rapport à Oui, tout ce que tu viens de nous dire, il y a quelque chose qui est ressorti à l'heure moi. du RGPD. On me dit, quid du secret médical et du stockage des informations et qui Alors, peut accéder à ces informations? ça, c'est une question que vraiment, je renvoie à la CFF. Au niveau du médical, on va être clair. Là, on joue plus au volet, je t'envoie la balle Ouais. et tout. Au niveau, en tout cas, du secret médical, tout ce que vous allez nous transmettre, toutes les informations médicales, elles restent entre le patient et nous. Ensuite, nous, on les transmet à l'infirmier ou le médecin. C'est-à-dire que si, par exemple, on a une intervention commune avec la police dans vos clubs, je ne transmets aucune information médicale à l'autorité de police. Je prends l'exemple de, on saurait qu'un de nos garçons sur le terrain a pris des stupéfiants. Je ne transmettrai pas l'info. La fiche médicale que vous me remettriez, elle sera remise uniquement à des gens qui sont considérés comme des professionnels de la santé. Ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est de voir au niveau des clubs comment protéger ces données-là, qu'elles ne soient accessibles qu'à des personnes bien précises. Et là, je fais vraiment un tir au but vers la CFF. Voilà, j'étais en train de couper un micro, désolé. Eh bien, je ne vais pas répondre à cette question puisque je ne vais pas dire de bêtises. Donc, je vais Voilà. prendre contact avec mon service juridique, bien évidemment, et je remettrai la réponse dans le chat puisque en vous reconnectant sur la réunion, vous avez toujours accès. Donc, c'est quelque chose que je poserai comme question. Alors, Amaury, est-ce Oui, que je te donne la parole? Tu peux déjà oui, partager ton écran. j'ai Et partagé voilà, mon si écran. vous avez pour les autres, pendant qu'Amaury se prépare, si vous avez d'autres questions, des cas concrets, peut-être que vous avez vécu ou que vous avez peur de vivre, n'hésitez pas. Vous pouvez poser les questions dans le chat, dans la conversation. Et lors des questions-réponses, je les poserai à nos intervenants. De mon côté, j'en ai aussi préparé une ou deux, comme ça va animer un peu le débat. Voilà, je te passe la Voilà, parole, Amaury. merci Julien, merci Thomas aussi. Donc, pour être sûr, vous voyez les slides, Oui, hein? c'est en ordre, Voilà, oui, on va très bien. c'est parfait. Donc, je remercie en fait Thomas et je donne un peu plus d'explications sur pourquoi Guest aujourd'hui vient parler sur un partenariat Eurodist ACFF. C'est parce que Guest et Eurodist aujourd'hui font partie du même groupe. Et donc, Guest, c'est notre centre de formation
là où on fait appel à des personnes qui sont aujourd'hui sur le terrain activement comme ambulanciers ou pompiers. Notre cher Thomas, qui vous a donné les bonnes informations, ce soir est un de nos formateurs et est le bon expert pour vous donner brièvement des explications. Donc, je remercie encore une fois Thomas pour son intervention. Et donc, ça fait partie de la gamme Guest, c'est des formations, secourisme, feu, tout ce que vous voulez, mais vraiment centré au niveau du professionnel. Donc, on va en entreprise, on est nous-mêmes une entreprise, on n'est pas une ASBL. Donc, on a bien évidemment un prix tarifaire qui n'est pas ressemblant à la Croix-Rouge ou d'autres, pour juste un peu mettre tout ça en perspective. Donc, aujourd'hui, on a un partenariat avec la CFF qui tourne aujourd'hui. Et pourquoi ce partenariat? C'est parce que nous, en tant qu'eurodistes, on a cette mission dans ce partenariat de sensibiliser les clubs, mais aussi de rendre le matériel de premier secours, pour lui rendre un peu plus accessible. Et c'est pour ça qu'on a conçu en fait une sorte de catalogue spécifique à CFF Eurodist autour des défibrillateurs, mais aussi les produits de premier secours qu'on va parcourir bientôt, et même les moyens d'extinction ou les couvertures anti-feu. Donc, je vais commencer par les trousses de secours. Ensuite, je vais parler sur le défibrillateur. On va parcourir un défibrillateur ensemble. Et je vais toucher un petit mot sur les extincteurs et les couvertures anti-feu. Donc, en fait, on a, en partenariat avec la CFF, on a conçu trois trousses, trois différents types de trousses avec un pricing spécifique. Vous voyez les prix en haut à droite, bien entendu. Donc, en fait, la petite trousse, on vient de l'ajouter cette année-ci. Donc, on a ceci, c'est la deuxième année de partenariat. Et celle-ci, on a ajouté parce qu'on avait la demande d'avoir vraiment une petite trousse mobile pour un responsable d'une équipe. Et vous pouvez vous imaginer que le responsable de cette équipe a la trousse avec lui pendant une année. Et à la fin de l'année, il rend la trousse au club même. Ce qui est important à savoir, tout le contenu de cette trousse ou tous les contenus que vous allez voir, il est tout le temps dans une fiche inventaire, comme on l'appelle. Donc, quand vous achetez une trousse, vous recevez une petite fiche qui va avec, qui explique ce qu'il y a dans la trousse, mais aussi avec des références de produits qui peut vous donner l'opportunité de faire des recommandes à la pièce. Donc ici, par exemple, on voit l'assortiment Sanoplast, comme nous on l'appelle, c'est un assortiment de sparadrap. Un Sanogrip, c'est effectivement pour traiter des bobos ou des entorses potentiellement par une personne qui peut appliquer ces gestes. Ensuite, il y a les compresses de gaz, de l'ice spray, comme on en a parlé, du Sano Cleans, c'est pour effectivement désinfecter les plaies qui peuvent y avoir. Comme il y a déjà des clubs qui jouent sur des terrains synthétiques où ça se passe un peu plus, où il y a des plaies un peu ouvertes. Puis il y a la poche de froid, la classique. Donc la poche de froid, elle est à usage unique, donc ça veut dire qu'on la craque et puis elle se refroidit, et on la pousse sur la plaie. Ensuite, il y a le pansement compressif, s'il y a vraiment un saignement un peu plus hard, et ensuite la couverture de survie. Donc ça, c'est vraiment la plus petite trousse qu'on met en avant, donc une trousse de 47 €, mais qui peut facilement accompagner une équipe ou qui peut même être derrière la buvette et qui peut être amenée au moment où il y a une urgence ou quelqu'un qui doit se faire soigner sur le terrain. Ensuite, on a un sac portable, donc le petit sac comme nous on l'appelle. Donc ici, vous allez voir dans le contenu de cette trousse, il y a juste un peu plus de quantité, donc il y a plus de compresses, il y a un sparadrap Sanoplast, comme nous on l'appelle, c'est le sparadrap en fait classique brun que vous pouvez découper comme
comme vous le savez. Et puis, il y a le Sano Ice, Sano Cleans, il y a un lave-œil aussi. Donc, s'il y a vraiment quelque chose qui est tombé dans l'œil, vous pouvez désinfecter ou neutraliser les yeux. Il y a un gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains vous-même avant de traiter la personne. Il y a une paire de gants qu'il n'a pas dans l'autre sac. Donc, les charques triangulaires, s'il y a une luxation, déluxation. Donc, c'est déjà un sac avec un contenu plus important, bien entendu. Et vous le voyez aussi dans le prix, c'est déjà un peu plus cher. Mais le contenu, il peut servir plus qu'une équipe, plus qu'une saison. Il faut savoir que les produits, dépendant de produit en produit, il y a des dates de péremption. Donc aujourd'hui, nous, on vend autant vers les communes, mais vers les entreprises, parce que les entreprises doivent aussi avoir des trousses de secours à jour, mais aussi, il y a des produits qui ont une date de péremption. Donc là aussi, sur chaque produit, vous allez voir une date de péremption. Les ciseaux, par exemple, ou la pince écharpe, là, naturellement, il n'y a pas de date de péremption. Et pour terminer, en fait, dans les trois différentes typologies de sacs, il y a aussi le grand sac, comme on appelle le grand sac sportif. Celui-ci également, vous pouvez vous imaginer que vous avez 2 terrains et le jour de match, vous positionnez ou vous donnez ce sac à une personne responsable qui sera là toute la journée. Donc, effectivement, quand il y a quelque chose qui se passe facilement, cette personne peut amener ce sac. Vous avez un kiné fixe qui accompagne votre première équipe. C'est un sac que vous pouvez lui donner en mission. Ensuite, à la fin de la première année, on s'est dit qu'on allait également, je vais trop vite, on allait également mettre en avant des produits fréquemment utilisés. Donc, effectivement, ici, pour une déchirure ligamentaire, on a mis en avant notre Sano Grip. Donc, ça, c'est des produits aussi que vous pouvez acheter par boîte de 12 pièces pour avoir un petit stock chez vous. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi par rapport à ces produits si vous voulez en acheter ou si vous voulez avoir un petit stock ou vous voulez donner un cold spray à chaque responsable de chaque équipe. On a des prix spécifiques pour une boîte de 25 cold spray, par exemple, ici, ou la pochette de froid instantané, comme j'ai parcouru là tout de suite. J'avance sur le défibrillateur. Donc, au niveau du défibrillateur, aujourd'hui, comme Julien le disait, il y a une législation qui dit que votre club sportif doit avoir un défibrillateur. Il faut savoir que par le passé, différentes communes ont décidé d'en placer un, mais par la suite, il n'y a plus personne qui a vu le défibrillateur ou qui a contrôlé si ce défibrillateur a été entretenu. Donc, je vous demande aussi, c'est bien d'avoir un défibrillateur, mais c'est encore mieux de savoir, un, où il est, et de deux, s'il a été entretenu. Parce que si demain, il y a quelque chose qui se passe et le défibrillateur ne fonctionne pas, malheureusement, ça va avoir le même effet de ne pas avoir de défibrillateur. Donc, nous, on a mis en avant ce défibrillateur Mediana Trilink. Pourquoi ce Mediana? De un, parce que les électrodes pour les adultes et les enfants, c'est le même. Donc aujourd'hui, la paire d'électrodes, c'est la même, il n'y en a qu'une. La seule différence, c'est que pour ce défibrillateur, si vous allez traiter un mineur, il faudra pousser sur le bouton enfant et ça aura un impact sur l'intensité du potentiel choc. Donc, les électrodes sont les mêmes pour les adultes et les enfants. Aujourd'hui, on parle encore tout le temps d'un full automatique et semi-automatique. Disons que 95% du temps où on vend des full automatiques, les semi-automatiques, c'est ce qu'on vend souvent à des postes d'ambulanciers. La différence entre les deux, c'est qu'un full automatique, aujourd'hui, c'est la machine elle-même qui décide d'effectuer un choc. Un semi-automatique, c'est la personne qui a le défibrillateur qui pousse sur le bouton pour effectuer le choc. Donc, Trilink, comme j'ai dit, c'est le défibrillateur, celui qu'on vend pratiquement le plus, et on a mis un prix en avant avec la CFF qui est quand même assez imbattable, je dirais, sur la qualité-prix.
la durée de vie également. Donc, on parle d'une garantie de 8 ans, mais les batteries et la batterie et les électrodes ont, si je ne me trompe pas, une date de péremption de plus de 3 ans tous les deux. Mais je dois encore contrôler ça. Je vais mettre ça dans ma slide suivante. Ensuite, pour juste vous parcourir, parce que je pense que vous avez tous potentiellement un défibrillateur dans vos clubs, je vais parcourir une petite vidéo qui explique comment est-ce qu'on ouvre un défibrillateur, qu'est-ce qu'on va avoir avec un défibrillateur. Donc, c'est pour ça que j'ai cette petite vidéo. Je vais maintenant passer en anglais. Donc voilà, le Mediana, comme on l'a vu sur mes images, on le voit bien sur l'image ici, c'est oui, un appareil qui est facile à utiliser. Pourquoi aussi? Facile à emporter. On voit qu'il y a une manette tout en haut. Il est bien blanc et orange, donc il va attirer l'attention. Et ce que vous voyez aussi, c'est que autant à l'arrière qu'en dessous, il y a des sortes de plastique dur qui fait que il va pas glisser ou quand vous le mettez debout, il va pas facilement tomber et sur son dos aussi, il va être bien stable. Voilà, donc pas chaque défibrillateur a un petit écran LCD, comme on dit. Celui-ci du Mediana, il va vous dire l'état de la batterie, il va vous dire s'il y a un problème ou pas. Donc c'est tout le temps important si vous avez ce type de Mediana ou si vous avez un autre défibrillateur avec ce petit écran LCD, c'est de voir l'état actuel du défibrillateur. Si le, la lumière qui est rouge, par exemple, il y aura potentiellement un problème avec le défibrillateur. Donc, sur ce Mediana aussi, bientôt il va l'ouvrir, mais ici, vous voyez, en fait, c'est la date de péremption des électrodes. Donc, ça vous donne également une manière visuelle de voir, OK, mes électrodes, quand est-ce qu'ils vont périmer? Ici, on voit la date de péremption de 2027. Hormis cet appareil ici, chaque défibrillateur a des électrodes. Des électrodes, c'est un produit, comme on dit, médical. Ils ont des dates de péremption, donc c'est important de savoir est-ce que mes électrodes ils sont encore valables ou pas, ou ils ont passé leur date de péremption. Donc, sur l'arrière du défibrillateur, ça sera sur un autre appareil, ça peut être également sur l'arrière ou quelque part d'autre, vous allez voir le numéro de série. Pourquoi c'est tout le temps important d'avoir le numéro de série? C'est parce que les défibrillateurs sont souvent, 90% du temps, ils sont inscrits et pour vos garanties, pour savoir quel défibrillateur est utilisé ou pas utilisé, c'est le numéro de série qui fait beaucoup. Donc là aussi, important d'à chaque fois bien noter votre numéro de série de votre défibrillateur. Donc la batterie, donc également la batterie, vous pouvez l'enlever, vous pouvez la remplacer vous-même. Également, la batterie a une date de péremption.
Donc voilà, ensuite, vous ouvrez le couvercle, vous voyez le défibrillateur, mais vous voyez surtout que les électrodes sont bien connectées. Donc, très important, ce que vous voyez là, c'est naturellement l'assistante sonore. Donc, ici aussi, une des forces de cet appareil, c'est que l'assistante sonore est très, très forte. Potentiellement dans une buvette, potentiellement sur un terrain de foot où il y a du bruit qu'on n'arrive pas à contrôler. Donc là, vous voyez l'assistance vocale, au fait, qui va vous aider de A à Z pendant l'action, pendant la réanimation, et qui va également dire à un moment donné, on va appliquer un choc, éloignez-vous par exemple. Donc, il explique que très facile à utiliser. Là, on voit visuellement où il faut mettre les électrodes. Ensuite, il faut allumer la machine. Et une fois que vous allumez la machine, la personne va vous guider pour appliquer les électrodes et continuer. Voilà, donc il en parle également de le mode enfant. Donc, avec le bouton enfant, vous pouvez switcher entre le mode adulte ou le mode enfant. Donc, comme je l'ai dit, ceci, c'est un exemple semi-automatique. Donc, il a le bouton choc dans un défibrillateur full automatique. C'est le défibrillateur lui-même qui décide et qui va dire « éloignez-vous, on va appliquer un choc ». Donc, il y a un bouton au-dessus aussi. Si ce n'est pas clair pour vous, vous êtes occupé avec la machine, vous n'avez pas bien entendu. Si vous poussez sur le bouton au-dessus, il va à nouveau vous expliquer l'étape à suivre. Voilà, là, la machine a été allumée et vous entendez la voix qui vous explique quoi faire. Et donc, comme j'ai dit, l'appareil est trilingue. Donc, lors d'un achat ou d'une installation, c'est vous-même qui décidez dans quelle langue le défibrillateur doit fonctionner. Donc voilà, pour terminer, en fait, ce qui est important, c'est bien entendu, une fois que vous pensez sur l'explication qu'on a eue de Julien, c'est que la personne n'est pas consciente, elle ne respire plus, c'est d'aller chercher le défibrillateur ou demander à quelqu'un d'autre d'aller chercher le défibrillateur, de libérer naturellement la personne au niveau du thorax pour appliquer les électrodes comme il le faut, comme on le voit sur les visuels. Et ensuite, il y a la machine qui va vous guider sur ce qu'il faut faire. S'il faut aller vers le massage cardiaque,
Donc voilà, c'est assez straightforward comme machine. Donc, je continue là-dessus. Ensemble, avec cette machine-là, il y a le contrat d'entretien dont j'en ai brièvement parlé. Le contrat d'entretien veut en fait dire que chaque année, un technicien Eurodist vient sur place, il contrôle bien entendu le défibrillateur, s'il fonctionne, il fait des autotests dessus et s'il y a eu une utilisation, en disant les 48 heures, on vient sur place, on place un autre défibrillateur pour que vous soyez, que vous avez une nouveau défibrillateur le temps que le défibrillateur qui a été utilisé revient sur place, bien entendu. Donc, ça, c'est pour le défibrillateur. Ensuite, au niveau des extincteurs, ça fait également partie de notre gamme. Donc, la seule chose que je mettrai entre parenthèses sur les extincteurs, c'est que aujourd'hui, beaucoup des buvettes, des clubhouses, comme on dit, font partie de la commune. Donc, il faut tout le temps voir si c'est la commune qui est responsable pour les contrats d'entretien et les défibrillateurs et les extincteurs ou c'est vous-même. Donc, je passe rapidement sur les extincteurs et on a effectivement un prix ou tarif spécifique. Et ensuite, il y a encore la couverture anti-feu qui peut être très, très utile si vous avez de la petite restauration, comme on l'appelle. Donc, je termine par bientôt répondre à vos questions, mais également partager la fiche info. Donc, la fiche info, si vous avez des questions par rapport à un défibrillateur, vous voulez qu'on vous fasse une offre pour l'entretien d'un défibrillateur ou une de nos trousses de secours, je partage le lien dans le chat et j'aimerais bien que vous répondiez à nos questions afin qu'on puisse vous aider le plus vite possible. Voilà ce qui était pour ma partie. Julien. Oui, alors j'ai relevé quelques petites questions ou quelques petites remarques. Au niveau des DEA, l'entretien, c'est obligatoire, c'est bien ça? Ton micro est coupé, Amaury. C'est pas obligatoire. Oui. Donc, comme les extincteurs, avoir des extincteurs, oui, c'est obligatoire qu'ils sont entretenus chaque année. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un organisme certifié qui vient faire l'entretien, mais comme je dis, c'est fortement reconseillé parce que nos techniciens vont faire des tests que malheureusement une personne non formée ne pourra pas faire. La seule chose qu'une personne non formée peut faire, c'est de contrôler la date de péremption de la batterie, des électrodes et voir que le défibrillateur il clignote encore toujours. Donc, c'est quand même fortement conseillé de prendre un contrat d'entretien. Ok, merci. Moi, au niveau ACFF, une information à vous faire passer. Donc, dans les semaines qui arrivent, on reprendra contact certainement avec l'ensemble de nos clubs pour répertorier les DEA, puisque ça, c'est une obligation chez nous qui nous est demandée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, ne vous étonnez pas si à un moment, il y a un étudiant qui prend contact avec vous pour bien répertorier les DEA. Donc, vous pouvez déjà le noter. J'avais un cas concret pour Thomas parce que ça s'est passé dans mon club il y a quelques semaines et voilà, je voulais partager un petit peu. Donc, c'est un joueur qui prenait sa douche. En sortant de la douche sans faire le clown et en étant très calme, il glisse. Il se cogne la tête contre le sol, il perd connaissance. Voilà, donc je voulais voir, c'est un cas qui peut arriver malheureusement. Je dis tout de suite, les délégués étaient présents juste à côté, les formateurs aussi. Donc voilà, tout était réuni pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et pourtant, il s'est passé un accident, Thomas. Voilà. Alors, première des choses, donc, Julien, vous aurez beau mettre en place toutes les préventions que vous voulez, les accidents, ils finissent tôt ou tard par arriver. Donc, de ce côté-là, il y a pas de souci. On repart du schéma qu'on a pu voir tout à l'heure. Un schéma qui est relativement simple. Et on va, hop là, s'il l'accepte, il va l'accepter. On va repartir vraiment sur notre schéma de tout à l'heure. Vous allez voir que la situation, subitement, elle devient hyper... Attends, voilà, partager cette fenêtre. Elle devient hyper visible.
Je suis en sécurité dans ces douches par rapport à la scène, la situation? Oui. Mais je vais aller sur mon patient. Hémorragie massive ou non? C'est une hémorragie massive. Je vais essayer de la juguler. Mon patient est conscient ou il est inconscient? Mon patient est conscient. À partir de ce moment-là, je vais partir sur quoi? Je vais partir sur ceci. Comment te sens-tu? Où as-tu mal? As-tu des allergies? Prends-tu des médicaments? Mais dans le même temps, suspicion de traumatisme crânien, ce qu'on pourrait appeler le contexte de la commotion. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, ben, ça va être d'immobiliser l'axe tête-coutron. Si peu que je soupçonne qu'il y a eu un choc violent à la tête, si peu que je peux soupçonner un trauma médulaire, un trauma au niveau cervical, eh bien, si peu que je peux penser à cette option-là, eh bien, tout de suite, je vais immobiliser, je vais maintenir la tête de mon patient. Même s'il est assis à ce moment-là, je me poste derrière lui et je vais rester dans cette position-là. Rassurez-vous, les traumas médulaires, les traumas cervicaux, il faut déjà des beaux contacts. Mais mon patient, je suis en sécurité, pas d'hémorragie massive, il est conscient. Je vais partir sur tenir tête, appeler un aidant, un adjoint, peux-tu venir avec la trousse de secours pour faire le bandage qui fait bien, et ainsi de suite. Et dans un troisième temps, c'est d'appeler le 112. Et là, c'est vraiment à vous au sein des clubs de voir, j'appelle, je n'appelle pas le 112, d'après l'état de mon patient, d'après la façon dont il se majore ou il se dégrade après. Mais c'est vraiment toujours simple. Vraiment, je ne fais pas un métier compliqué, moi, hein. Sécurité, scène, situation. Oui, non. Hémorragie massive? Oui, non. Conscient, inconscient. Respire, respire pas. Respire pas, RCP. Inconscient, respire, PLS. Et on va y aller comme ça. Je me permets, je vois en même temps une question de M. Ruet. En cas de problème réel urgent, inconscient et ne respire plus, puis j'utilisais le DA si je n'ai pas encore suivi de formation. Oui, monsieur, oui. Et c'est ça qui est un élément fantastique aujourd'hui avec le DA. Ma grand-mère aurait pu utiliser un DA sans avoir reçu de formation. C'est ça le côté fantastique de ces appareillages aujourd'hui. Ils peuvent être utilisés par un lambda. Ils sont totalement intuitifs et en plus, comme l'a dit Amaury, il va vous dicter tout ce que vous avez à faire. On dirait presque que ça a été inventé par un fabricant de meubles suédois. Si tu ne comprends pas le suédois, tu as les dessins qui vont avec. Et normalement, avec les dessins, tu arrives à monter le truc. Et autre chose, monsieur Ruet, c'est quand vous appelez le 112, vous allez avoir un système qu'on appelle phone CPR. Vous allez avoir un call taker, un répondant au téléphone, qui va rester avec vous du début de l'intervention à l'arrivée de l'ambulance et qui vous dira comment appliquer les mains sur le thorax du patient, comment faire les ventilations éventuellement si vous le souhaitez. Et donc, pour avoir répondu, j'espère, à votre question, Julien, en premier, et puis à Monsieur Ruet en second. Voilà. Autre question, stress ou angoisse? Oui. Moi, j'ai peut-être oui, continuer sur la question de Sandra Rodriguez. Est-ce que c'est possible de prendre un contrat d'entretien à part si on a déjà un DA? Oui. C'est simplement, nous, on vend plus que uniquement le Mediana, donc on représente différentes marques de défibrillateurs. Donc oui, vous avez mes coordonnées normalement. Vous pouvez tout le temps m'envoyer la photo du défibrillateur que vous avez parce que moi, je dois voir si on a accès aux consommables. Parce que si on n'a pas accès aux consommables ou la batterie, on va pas pouvoir effectuer l'entretien s'il doit être remis en état. Donc s'il n'est pas acheté chez nous, on peut quand même faire l'entretien parce on représente différentes marques. Donc, je réponds à cette question-là. Je te laisse faire, Julien, je te laisse reprendre. Oui, donc j'avais une remarque concernant le label. Alors, je suis bien placé pour pouvoir y répondre. La CFF devrait obliger à ce que tous les délégués dans les clubs à être secouristes attribuer des points pour le label. Il y a deux choses. Obliger des délégués qui, dans 99,99% des clubs, sont des parents, des purs bénévoles et qui
qui font ça vraiment pour accompagner les enfants. Obliger, c'est compliqué. Donc là, on n'a pas ce pouvoir-là. Maintenant, attribuer des points au niveau du label, pourquoi pas, vu que dans la nouvelle, dans le futur du label, on va vouloir valoriser. C'est peut-être une piste de réflexion. Le tout est toujours de savoir comment est-ce qu'on vérifie. D'accord? Donc là, mais voilà, c'est une piste. Je la garde dans un coin de ma tête et merci pour la proposition. Voilà. On parle aussi, Amaury, des formations. Donc, on me demande s'il y a des formations pour l'utilisation de DEA ou autre. Est-ce que Oui, tu sais répondre par rapport à ça? oui. On peut, comme j'ai dit, on travaille, nous, on a différentes typologies de clients. Donc, on a le secourisme industriel va réellement donner dans des entreprises, qui est une formation de 16 heures. Mais on a aussi des sensibilisations au premier secours, c'est une formation de 3 heures, ou la sensibilisation à l'utilisation du défibrillateur, c'est maximum pour un groupe de 15 personnes. Mais je peux vous faire parvenir une offre que vous pouvez partager avec votre conseil. Mais donc, la seule chose que je dirais, c'est qu'on n'est pas une ASBL, on est une entreprise. Donc, notre tarif, on n'a pas de tarif préférentiel avec la CFF non plus. Donc, il ne faut pas comparer cela avec la Croix-Rouge parce que les personnes qui vont venir sur site, ce ne sont pas des bénévoles non plus, ce sont des personnes qui sont sur le terrain jour et nuit et sont des experts dans la matière. OK. Alors, les formations BEP suivies par la Croix-Rouge ou secouriste industriel sont-elles reconnues par la CFF? Ouais, actuellement, dans le cadre du label, il y a possibilité d'avoir des points pour une personne qui est secouriste. Donc, oui. Et je reviens encore à la remarque tantôt concernant les délégués la formation de secourisme. Je pense aussi que c'est au club aussi à décider si ce serait pas intéressant finalement ben, de convier l'ensemble de ces délégués à une formation de premiers soins, de premiers secours en début de saison, par exemple. Donc là, je pense que voilà, on ne doit pas toujours attendre que la fédération intervienne et oblige plusieurs choses, mais le club peut aussi prendre l'initiative que pour le bien-être de ses membres, ben, de former évidemment les délégués, par exemple, et les formateurs. Voilà. On me demande aussi si un ancien moniteur Croix-Rouge peut former des membres de son club qui seraient intéressés. Je ne sais pas si Thomas ou Thomas, Amaury. tu veux répondre? Est-ce que c'est une certification? Est-ce que le fait d'avoir, est-ce qu'un ancien moniteur Croix-Rouge, euh, Pour, pour, pour bien connaître la Croix-Rouge, aujourd'hui, les types de formation, l'Institut de formation a quand même subi des grands changements et il faut être recyclé pour continuer à être formateur reconnu. Autre chose, un formateur Croix-Rouge ne peut pas donner de formation si cette formation n'est pas commanditée auprès de la Croix-Rouge. Et donc, monsieur peut transmettre son contenu, peut donner la formation, mais derrière, il n'y aura pas le stempel, le cachet Croix-Rouge, sauf à avoir un accord avec l'Institut de formation. Maintenant, je ne connais pas la politique de la CFF en matière de certification. Moi, de façon personnelle, hein, moi, je préfère parfois avoir des gens qui sont formés. Là, je ne vais pas plaider pour ma paroisse. Des gens formés qui savent poser les gestes sans avoir le stempel, j'ai reçu la formation officielle de quelque chose. Mais non, attention, qu'après, en cas de problème, ce sera plus problématique si la personne, elle n'est pas certifiée par quelque chose de labellisé. Mais moi, je préfère des gens qui, par le bouche à oreille, vont connaître des gestes que des gens qui vont rester perdus. Voilà, l'idéal, c'est toujours être formé en ordre de revalidation dans des organismes qui sont reconnus. Et comme ça, on joue clair. Moi, je vais peut-être juste encore continuer là-dessus au niveau des clubs,
qui peut être intéressant à sonder aussi, c'est que vos membres, potentiellement, font partie du monde d'entreprise et dans des entreprises au-dessus de 20 collaborateurs, il faut avoir des personnes formées secouristes. Donc, il faut peut-être se poser la question aussi, qui est aujourd'hui secouriste de base dans son entreprise et qui peut potentiellement porter cette casquette au niveau du club de foot également, parce que c'est bien entendu un brevet, c'est une formation de 16 heures, c'est un brevet qu'une personne reçoit après, bien entendu, un test autant en pratique que par écrit. Et ce brevet, il faut en fait le renouveler chaque année. Donc, ça veut dire que cette personne, ce secouriste de base, chaque année, il doit suivre une formation ou un recyclage, comme on les appelle, d'au moins 4 heures suite à un nouveau sujet. Et donc, c'est ça qui est important à savoir, ou c'est ça peut-être une réflexion que les clubs peuvent se dire aussi, qui aujourd'hui de nos membres est déjà secouriste de base dans le monde professionnel ou dans son entreprise à lui. OK. On nous dit aussi que certaines communes proposent à tous ces clubs des soirées comme ça de se former au DEA, des soirées de formation DEA et autres. D'accord? Donc, c'est vrai, renseignez-vous. C'est souvent gratuit. J'ai déjà eu écho dans pas mal de communes où, voilà, sur inscription, il y a possibilité de suivre une formation. Euh, voilà. Alors, je vous ai mis également dans le chat les coordonnées d'Amaury, d'accord, son adresse mail et son numéro de téléphone professionnel. Donc, voilà, si à un moment vous avez des contacts, privilégiez le mail dans un premier temps. Maintenant, si c'est vraiment une question très précise, vous pouvez éventuellement lui donner un petit coup de fil. Pas pendant la nuit, hein, Amaury, je suppose. Donc, Merci. donc voilà. Eh bien, on va stopper là ce webinaire. Je tiens, au nom de la CFF, à remercier Amaury et Thomas pour toutes ces informations. C'est beaucoup de choses. Je pense qu'on pourrait en discuter des heures. Il y a certainement beaucoup de choses à dire. Voilà, on voulait aussi attirer l'attention qu'au sein des clubs sportifs, c'est important d'avoir ces premiers gestes qui peuvent sauver des vies. Je pense qu'il y a eu quelques témoignages de personnes dans le chat et voilà, donc c'est toujours intéressant. Et si vous voulez aller plus loin, peut-être en discuter aussi avec son club pour essayer de mettre des choses en place. Encore merci à Thomas et à Maury. Merci à tous pour votre temps. On a enregistré la réunion, on la mettra sur la chaîne YouTube dans les jours qui viennent et je vous enverrai demain à tous les participants les DIA qui ont été projetés aujourd'hui. Merci, passez une bonne soirée et portez-vous bien. À bientôt. Merci.